Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Apostille, le magazine qui s'intéresse à la jeunesse des œuvres littéraires d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir l'écrivain Dominique Sampiero qui vient de faire paraître aux éditions Grasset Les Encombrants. Dominique Sampiero, bonjour. Bonsoir. Alors si vous le voulez bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Les Encombrants? Je dirais une sorte de littérature de bout de ficelle. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires avec presque rien, avec des silhouettes, avec des gens croisés dans la rue. C'est aussi cette idée que on a été un jour l'encombrant de quelqu'un, l'encombrant de la femme qu'on aime, on a été l'encombrant de son chef dans son boulot. Voilà, cette expérience d'être encombrant. L'histoire, ce récit, en fait, il part de laisser pour compte des petits habitants d'un petit village minuscule. Je dirais le trou du cul du monde, des gens qui n'ont pas des métiers extraordinaires, qui n'ont pas d'intérêt en soi, et puis il y a un personnage central qui est Jean, qui est une sorte d'enfant sauvage, une sorte d'autiste, et autour de lui vont se greffer des rumeurs, des inquiétudes, ça va monter en force, ça va générer quelque chose, et j'avais envie de suivre cette folie-là, de dire jusqu'où va cette peur de l'autre, cette peur de celui dont on voudrait se débarrasser, jusqu'à quel point elle nous fait raconter une histoire, imaginer un drame, et pour tenir la main de mon personnage jusqu'à cette fin où on se débarrasse de lui. Alors à partir du livre Les Encombrants, vous avez conçu un documentaire de 26 minutes qui se présente comme une rencontre avec les lieux et les personnages qui ont inspiré le roman. Comment vous est venue l'idée de ce film étonnant ? C'est un peu, d'abord, c'est cette envie de pousser un documentaire aux limites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un documentaire entre des parallèles, des petits chemins, des voyettes, comme dans la campagne, entre les personnages réels, donc ces êtres qui habitent mon village, et puis le moment où ils deviennent des personnages de fiction. J'avais envie d'aller dans cette direction-là, dans une écriture qui soit aussi une sorte d'état mental. L'état d'écriture, c'est pas seulement un état où je décide, voilà, je vais écrire aujourd'hui, je vais raconter une histoire. C'est quelque chose entre l'éveil et le rêve. C'est quelque chose qui monte de l'intérieur de moi, de l'intérieur de l'écrivain, je pense, et c'est aussi l'impression de foisonnement d'images mentales. Il y a quelque chose dans ce documentaire, il y a un pari de frôler ce moment, ce lieu, entre l'image mentale et l'image extérieure. Donc c'est ce qui m'a plu. Et puis il y a aussi la solitude de l'écrivain. Ce que j'aime dans le travail cinématographique, là c'est un documentaire, c'est que tout à coup, c'est une équipe. Il n'y a plus la solitude de l'écrivain. On travaille avec un ingénieur son, avec un caméraman, et tous ensemble, on va amener à une création, on va être amené à une création qui va nous donner le meilleur de nous-mêmes et qui va amener un espace différent de celui du livre. Alors, est-ce que du livre Les Encombrants à ce film, on peut considérer que ce sont deux expériences littéraires d'une part, cinématographiques de l'autre, qui constituent une sorte de regard un peu poétique sur la réalité ? En même temps, poétique, c'est un mot qui m'effraie parce qu'on l'associe à un peu de mièvrerie, il y a un côté fleur bleue. Moi, le poétique, en fait, c'est le rapport au réel profond. C'est-à-dire, le réel tel qu'il nous apparaît tous les jours, bonjour, au revoir, cette table est une table, est un réel pauvre, complètement vidé de sa substance. La poésie, c'est l'intimité de la matière, c'est l'intimité des êtres. Pour moi, c'est le vrai réel. Ce qui se passe dans ce livre aussi, c'est une espèce de tourbillon où en fait on ne sait plus ce qui est, si le lieu est un personnage ou un lieu, on ne sait plus si le personnage n'est pas lui-même un lieu. Voilà, et cette espèce d'oscillation constante. Et puis je crois que j'ai besoin à un moment donné de repasser par l'écriture là d'un documentaire, l'écriture cinématographique, comme si le passage par l'image extérieure
me donnait envie de me confronter à cette idée de est-ce que je peux raconter une histoire l'air de rien, comme ça, avec une suite d'images. En même temps, tous les personnages des Encombrants, les personnages réels, racontent, Madame Denise raconte sa vie, ce bûcheron raconte comment il taille un arbre, etc. Et puis tout à coup, il y a une espèce de décrochage. C'est pour ça qu'il y a cette idée de la légende, où même ces êtres de tous les jours, ces vies minuscules, ces êtres du quotidien, ils ont cette part de décrochage avec eux-mêmes. Ils ont une part de folie qui apparaît. Et moi, je suis juste l'observateur de ça, et je raconte ça, cette part de folie quand ils décrochent, et c'est à cet instant-là, du quotidien le plus intime, qu'on entre dans le poétique. Dominique Sampiero, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui vont permettre aux téléspectateurs, je pense, de mieux apprécier, de mieux rentrer dans ce film curieux, singulier, étonnant, qui se donne comme un contrepoint au livre, et en même temps qui donne envie de découvrir ce livre, de le lire ou de le relire. Voici donc sans plus attendre, Le jour des monstres, rencontre avec quelques personnages d'un roman. On voit rarement les responsables d'un tel dépôt. Ils agissent en secret à l'aube, comme s'ils avaient honte de leurs décisions. On pourrait croire qu'ils abandonnent leurs chiens. Les trottoirs disparaissent sous des amoncellements de meubles squelettiques, défoncés, des entassements d'outils rouillés ou abîmés, vieilles faux, chasse-clous, colliers de cheval décousus, tout un bric-à-brac passant de la roue de brouette à la chambre à air crevée, du ventilo foutu au couvre-lit moisi, du radiateur percé à la banquette arrière éventrée d'une voiture épave. On dirait que la tempête de la veille a vidé les granges, saccagé les greniers et balancé tout sur le pavé. Ce que je trouve émouvant dans les jours de brocante, où en fait les gens sortent des greniers, leurs vieux fauteuils, les objets complètement hétéroclites, c'est tout à coup de voir des histoires accumulées sur les trottoirs comme ça, comme abandonnées provisoirement. Ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que le jour des encombrants, ça s'appelait aussi autrefois le jour des monstres. Et voilà, j'ai trouvé ça émouvant. Me dire aussi que tous ces objets qui ont été chargés, qui ont été caressés, qui ont été touchés, qui ont partagé la vie de famille, d'enfants, il y a des jouets, il y a des routes de brouettes. Ils vont avoir une deuxième chance. Ils vont avoir une deuxième chance, une deuxième vie. On va les ramasser, on va les transformer. Ils vont rentrer dans d'autres maisons. C'est une espèce de mort-renaissance, c'est une espèce de nouveau voyage. Et c'est un peu pour moi, ce thème-là, il est un peu pour moi une métaphore de l'écriture. Jean vit seul comme le plus abandonné des chats. Il ne parle à personne. Un peu aux oiseaux, un peu aux chiens et aux arbres. À la pluie, bien sûr. Pas des cris, des gémissements, des regards surtout. Sans jamais bouger les lèvres. Il veut tout garder de son amoureuse, même sous sa langue, sa salive, quand, bouche ouverte, il boit la pluie. La parole est si forte en lui qu'elle écrase sa langue et la tient serrée contre son palais, attachée à un piquet comme une chèvre. Les hommes et les femmes du village le prennent pour un idiot. En fait, il est ivre de mots plus grands que son corps. Le son de sa voix le terrorise.
condamné à mort. Pour laisser les autres grandir. Ben là, on arrive juste devant la maison de Madame Denise, qui va s'appeler Madame Lamant dans cette histoire. Et c'est ma voisine, en fait. C'est une petite bonne femme. En fait, le premier choc, la première émotion, quand je l'ai vue, c'est son vélo. Voilà. Tous les matins, à la même heure, elle prend son vélo. Je disais elle prenait son vélo parce qu'elle ne le fait plus. Et puis voilà, elle partait de là jusqu'à la fontaine, remplir sa bouteille d'eau. Et cette espèce de vigueur dans sa façon de pédaler, c'est la brosse à dents dans le chignon, un peu de négligence, un peu de désordre amusant comme ça. Et c'était fascinant parce que c'est aussi une façon, dans le village, c'est une façon de, non pas de regarder sa montre pour savoir l'heure, mais d'appréhender le temps. Le bruit du tracteur qui démarre, le vélo de Madame Denise qui se lance le matin pour aller à la fontaine. Voilà, et puis je me suis approché d'elle tout doucement, en allant en courrier, on a commencé à parler par-dessus la haie, par-dessus le mur qui nous sépare. Et c'est incroyable, avec cette distance en même temps, tout ce que les gens arrivent à raconter de leur vie, comme ça, de l'autre côté de la haie. Et elle est devenue cette femme dans le roman qui va adopter quasiment Jean le hérisson rouge. Moi, la première fois que je vous ai vu, c'était sur votre vélo. Ah oui? Racontez-nous un peu votre vélo. Ben oui, je m'en allais à Flourzy, je prenais mon vélo. Voilà. Quand? À quelle heure? Oh, ben quand j'avais fini mon travail, hein. Ou quelquefois, j'allais chercher une bouteille d'eau à la fontaine. J'aimais pas en rapporter trop parce qu'il faut plutôt la boire rapidement pour pas garder ça, ou peut-être au réfrigérateur. Et elle est bonne, l'eau de la fontaine? Ah oui. Ça, j'en ai bu. C'est peut-être pour ça que vous êtes... Ce corps-là, ben peut-être, oui. Puis je l'ai nettoyée, moi, la fontaine, pendant longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben, les enfants, ils jouaient dedans, c'était tout sale, et puis les murs, tout abîmés. Alors, moi, je suis allée avec une brosse de chien à dents, puis de l'eau, et puis tout. Et puis après, quand je les voyais, je disais, ils venaient des étrangers, hein. Alors, ils jetaient là tout le papier, puis tout, c'est pas les poubelles, hein, quand même. Hein. Debout, le corps penché sur la fourche de son guidon comme un sprinter en danseuse, Madame Lamant pousse de toutes ses jambes pour bien nettoyer ses artères. À 82 ans, c'est presque une légende au village. Elle remonte la rue du Moulin jusqu'à la fontaine. Sa chevelure paille, nouée par un foulard, lui donne un air de vieux pirate. Son chignon est tenu par une brosse à dents fichée comme un couteau dans une motte de beurre. Au-dessus de sa tête, le ciel avance plus vite que les nuages. Je croise des silhouettes. Quand je suis rentré dans ce village, j'ai croisé des silhouettes dans ma voiture. Et la voiture, c'est une sorte d'habitacle, c'est une fenêtre, c'est une sorte de grande fenêtre sur le monde qui avance. Et ces silhouettes, en les croisant, je vais imaginer quelque chose dans leur démarche, quelque chose dans leur attitude, quelque chose dans leur vie. Et ça va me poursuivre en fait. Ça va me poursuivre dans les jours qui viennent, dans les mois. Et j'aurais envie finalement de faire quelque chose de ces vies minuscules. À 2 ans, Chiara ne tient pas en place.